Salut à tous et bon retour ce dimanche dans notre Swish Brunch, votre rendez-vous habituel pour traiter un peu rapidement du contenu de la WNBA et un peu plus largement du basket féminin cette semaine. Aujourd'hui, je suis avec Gis. Shai, pour être tout à fait transparent, est en train de fêter son anniversaire, donc vous lui souhaitez un très bon anniversaire de notre part à tous. Et bah écoute, Gis, comment Bah vas-tu? écoute, nickel, et toi? Très bien, très bien, très bien. Encore une belle semaine en WNBA. On approche petit à petit de la pause olympique, donc il y a certaines petites choses qui se mettent en place aussi à ce niveau-là. Je te propose de directement revenir sur le classement cette semaine. Hmm. Alors, au classement, on a donc New York qui a perdu hier soir, mais qui est quand même toujours en première position, avec 17 victoires, 4 défaites. Le trio de tête n'est pas changé, puisque un peu toutes les équipes ont un peu trébuché ou C'est se sont clair. pris les pieds dans le tapis cette semaine. Donc on a Connecticut en deuxième, 16 victoires, 4 défaites. Minnesota troisième, 15 victoires, 6 défaites. Seattle, qui est toujours derrière, qui a marqué un tout petit peu le pas par rapport au trio, 13 victoires, 7 défaites, toujours talonné par Vegas, 12 victoires, 7 défaites, aussi une défaite récemment qui ne leur ont pas permis de rattraper leur retard sur le Storm. Ensuite, on est en sixième position Phoenix, un peu seul au monde à l'équilibre avec 10 victoires, 10 défaites. Et puis on passe dans la lutte intéressante pour les playoffs, où ça a un peu bougé récemment, avec donc jusque-là Atlanta qui était bien positionné et qui enchaîne les défaites et qui est donc sorti des playoffs. On a donc en septième position Chicago, 8 victoires, 11 défaites. Indiana, 9 victoires, 13 défaites en huitième position. Atlanta, donc, qui est sorti des places playoffables avec 7 victoires, 12 défaites. Et puis après, on a nos cancres, hein, un peu la bataille pour Paige Bakers, avec Los Angeles en dixième position avec 5 victoires, 15 défaites. Dallas en onzième avec 5 victoires, 16 défaites. Et Washington qui a repris la dernière place avec 5 victoires pour 17 défaites. Voilà, on a un peu vu les dynamiques. En termes d'équipe de la semaine, mais du coup c'était un peu particulier parce que un peu toutes les équipes qui ont gagné, perdu, ou alors les oppositions étaient pas toujours les mêmes. Nous on a choisi de se concentrer sur une des équipes qui a une très belle dynamique pour le moment, et c'est Chicago, c'est le Sky. Qu'est-ce que ça t'a inspiré le Sky cette semaine, Gis? Ah, c'était bien, c'était bien. Et puis elles sont, comme tu disais, sur la dynamique, sur les 6 derniers matchs, elles sont sur 4 victoires et 2 défaites. Donc ça dépasse un peu la semaine, mais la dynamique est bonne. Elles ont gagné 2 matchs d'affilée. On voit qu'elles sont clairement en course pour les playoffs. On pensait qu'il y aurait peut-être une course à la dernière place entre Chicago et Indiana, et puis avec les pépins de santé qu'a Atlanta, parce que bon, elles ont plein de blessures et elles enchaînent, et bah du coup peut-être que les deux iront, iront peut-être en playoff. Non, c'est top Chicago, là ça trouve de l'équilibre. Bon, on va, je pense, reparler forcément d'Angel Reese, mais on a aussi une Kennedy Carter qui s'éclate totalement là sur la semaine. Elle est à 25 points avec à 58% au tir. On avait parlé là, tu sais, dans un des lives du jeudi de savoir si elle allait rester titulaire ou repasser sur le banc. Bon, je pense que là, c'est assez clair, hein. C'est une des options d'attaque que privilégie Teaspoon, et ça marche bien, hein, ça s'équilibre bien. Du coup, il y a une forte extérieure, une forte intérieure hein, en ce moment. Marina est un petit peu plus en difficulté, notamment au tir. Bon, je pense que ça va revenir, mais l'équilibre est bon. Je trouve que Teaspoon a enfin trouvé un peu ses rotations. On voit qu'elle a quand même complètement sorti de Dana Evans de l'équipe. Elle joue pratiquement plus. C'est Lindsay Allen qui joue à la main et qui est plutôt très intéressante dans ce travail-là. Il y a un bon équilibre des trois extérieurs, la Lindsay Allen, Kennedy Carter et puis Marina Mabrey qui joue un peu en fausse poste 3 comme elle est assez grande. Et puis le secteur intérieur avec Camila Cardozo et Angel Reese qui surdomine au rebond. Défensivement, c'est plus que correct. Et puis, bon, Angel, encore offensivement, fait des belles perfs. Donc, il y a un bon équilibre de jeu. C'est du jeu assez simple hein, côté Chicago. Il n'y a pas de grands points techniques, mais ça met beaucoup la course en avant. Ça joue beaucoup la transition, du jeu direct.
Mais T'as un effectif qui est ouais, jeune, hein, c'est voilà. logique. Et puis tu as des joueuses comme ça, tu vois, Kennedy, ça apporte pas beaucoup de spacing parce que c'est pas forcément une grosse shooteuse à 3, mais c'est une fille de drive, c'est une fille qui aime Ça courir. va vite, hein. Marina, c'est pareil, si tu lui donnes des ballons de transition, elle excelle là-dedans. Il y a une Diamond de Shield aussi que je trouve très intéressante. Alors qui apporte pas énormément de scoring, qui est un petit peu moins forte en attaque que par rapport à, tu sais, à ces grandes années là, notamment 2019, je crois, où elle a été All-Star. Mais par contre, qui fait des missions défensives. L'équilibre est bon. Moi, mon seul petit regret, c'est que je trouve qu'on voit pas assez Michael Onyewere. Mais autrement, l'équipe trouve de l'équilibre. Et puis, sous la houlette Kennedy, Angel, bah, ça marche quoi. Donc, Exactement. voir comment ça peut durer, hein, si elles peuvent garder le rythme. Mais honnêtement, là, elles sont à 42% de victoire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui mettait Chicago à ce pourcentage-là de win, hein. Bah non, surtout comme tu dis que, allez, je veux dire, Los Angeles, Dallas et Washington ne regardent pas du tout vers le haut. On va être très clair. Et comme tu dis, avec les problèmes d'Atlanta, en fait, c'est Atlanta qui peut se retrouver un peu le perdant de cette histoire. Alors attention, c'est une équipe qui a des ressources, hein, évidemment. Bah, elles ont énormément de Il faudra blessés là, voir. hein. Enfin, Mais voilà, il y a beaucoup voilà. de blessés, donc il faudra voir après les JO si tu arrives à récupérer Tout le des monde, ouais. gens de manière un peu constante. Et donc la deuxième partie de saison, attention, ça peut. Voilà. Mais en attendant, Chicago est à la septième place. Il y a déjà une victoire, il y a un bon match d'avance sur Atlanta. Bon, il faudra voir un peu, mais en tout cas, la dynamique est bonne et de toute façon, elles sont là dans tous les matchs. Ça, c'est sûr, c'est que jusqu'à la dernière minute de la saison régulière, elles ne lâcheront rien. Et ça, c'est toujours quelque chose sur lequel tu peux compter. Ça me rappelle un peu l'époque Dallas sous Vicky Johnson, quoi. Tu vois, avec un effectif qui est plus Ouais, faible, mais l'équipe qui lâche pas et qui joue et qu'elle joue les Aces ou tu vois ou Dallas ou Washington, en fait, elles sont dans le combat, elles lâchent rien. Et ouais, c'est une équipe qui, enfin, sur cette mentalité-là, avec quand même des joueuses en plus qui performent, hein, bah, ça peut suffire pour accrocher une septième, une huitième place. On verra ce qui serait une bonne nouvelle pour Chicago par rapport aussi sur leur pic, etc. Et ce qui permettrait surtout, vu la contre-performance de Dallas, de garder leur pic, enfin de ne pas être échangé, puisque oui. Dallas a le choix de swapper le pic. Donc là, elles ne l'échangeront certainement pas si ça se termine comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour Chicago, quoi, du coup, quand même. Ouais, parfait. Ok, je te propose de passer à la joueuse de la Ouais. semaine. On n'a pas mis beaucoup de temps pour la trouver. Très honnêtement, je te recadre encore parce que j'ai mon réglage qui fait des siennes. Ah, On n'a pas mis longtemps pour la trouver, c'est-à-dire qu'on a une joueuse qui était un petit peu en difficulté avec son tir en début de saison. Là, elle l'a retrouvée. Kelsey Plum, la semaine qu'elle fait avec Vegas. Alors, je peux peut-être te donner ses stats cette semaine. vas-y. Kelsey Plum, cette semaine, elle est à 27,7 points par match, à 58-59% au tir, 59% à 3 points, en prenant 9 par match, 93% au lancer, il y a presque 4 rebonds, il y a 3 assists, une interception, tout ça c'est un peu plus anecdotique, mais l'efficacité en 34 minutes en plus, hein, il y a un moment où elle était encore plus responsabilisée en minutes. Alors là, bah, elle joue beaucoup, mais quand même moins qu'elle n'a joué en cours de saison. Donc c'est tout bonnement impressionnant. Elle a un plus-minus de 17. Bon, ça n'étonne personne. Mais alors que Vegas a quand même perdu un match sur la semaine, Hmm, donc ça veut dire quelque c'est chose quand même. Ouais. Hmm. ouais, non, Kelsey Plum, on retrouve la Kelsey Plum qu'on avait hésité à mettre MVP une année, qui a une fois surperformé en playoff aussi. Enfin, la Kelsey Plum tranchante qu'on aime bien voir et elle est de retour quoi. Ouais, bah, elle profite aussi un peu, sans doute, d'une petite baisse de régime, je trouve, de Jackie Young, offensivement en tout cas. Donc, certainement que Becky Hammon veut l'utiliser un peu plus en attaque, puisque à côté, ça performe un peu moins. Je pense enfin, elle bénéficie aussi du retour de Chelsea Gray, quoi. C'est plus facile de trouver des bons tirs quand tu as ces trois sur le bac court, quoi, parce que le danger, il est permanent sur les trois, et donc forcément,
Ce qu'elle devait Pour les faire un peu défenses, c'est plus plus. compliqué, quoi. Oui, voilà, mais ce qu'elle devait faire un peu plus au début, quand elles étaient que deux avec Jackie Young, bah maintenant elles sont trois, même si on voit que Chelsea Gray apporte pas énormément au scoring, mais c'est une joueuse que tu es obligé, même si elle est encore pas à 100%, on le voit clairement, que tu es obligé de respecter. Donc, du coup, bah, ça te laisse plus de liberté, ça te laisse des meilleurs tirs. Et puis, elle est aussi, bon, après, on connaît la variabilité de l'adresse. Elle est sans doute aussi dans un moment où tout rentre en pleine confiance. Mais là, bon, sur la semaine, c'est la meilleure marqueuse de Vegas, quand même, devant Eja Wilson. Ce qui est quand même, depuis le début de l'année, une sacrée perte, vu que Eja, elle est pas, voilà, elle s'arrête pas, quoi. Donc, Elle est toujours à 27 points, oui, oui, hein. oui, oui, non, mais voilà, il y a très peu, mais bon, là, c'est vraiment l'axe fort cette semaine de Vegas, hein, la doublette, en tout cas offensivement. Voilà, le 93% au lancer aussi, enfin, 93%, quand même assez impressionnant, quoi. Donc, non, c'est top, elle est très forte et si elle arrive à maintenir effectivement ce niveau, alors sans doute pas à ce niveau-là, mais en tout cas, surtout sur les pourcentages, parce que c'est souvent un peu son péché mignon quand même, des fois d'avoir des pourcentages un peu suspects, bah, c'est une très bonne nouvelle pour Vegas, malgré la défaite contre les Sparks, qui j'avoue a quand même été. Enfin voilà, c'est. Bon, Becky Hammon a été quand même encore assez dur avec son groupe après ce match-là. C'est quand même une. Voilà, je suis pas sûr que ça soit quand même quelque chose de très positif, là, cette défaite, dans la façon d'aborder le match. Mais bon, voilà, quoi. Si Kelsey Plum est à ce niveau-là, on peut imaginer que Chelsea Gray va monter en puissance aussi. Ça devrait permettre aux Aces d'essayer de raccrocher au moins le top 3, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant avec Kelsey Plum, c'est qu'on avait fait un peu qu'on avait discuté des All-Stars, on avait été un peu parfois critique sur le format cette année avec Team USA. Et entre autres, un des trucs qu'on avait dit aussi, c'est que Team USA, du coup, mettait par défaut All-Star des filles qu'on n'aurait peut-être pas votées en format normal. Alors, entre autres, Chelsea Gray avec ses blessures, entre autres, Diana Taurasi. Mais on avait, enfin, en tout cas, moi, j'avais émis un doute aussi sur Kelsey Plum par rapport à son début de saison Mm. où c'était, en tout cas, c'était un cas à débattre, quoi. Bon, là, on va dire que cette semaine, elle a remis un peu les points sur les i et on n'en discutera pas. Là, à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun souci à l'avoir un All-Star Game. Mais, Non, non, pas en du tout tout. cas, c'est bien pour Vegas parce que, comme tu dis, en plus, c'est dommage la défaite parce que Seattle venait de perdre et donc il y avait une occasion de, Minnesota avait perdu aussi. On a ouais, vu que New York a perdu aussi cette semaine. C'était l'occasion, en fait, de voilà, venir un peu resserrer tout ça et de venir bien se replacer, voilà. quoi. Et bon, on peut imaginer quand même que Vegas devrait être capable de battre les Sparks, quoi. Mais bon, après, voilà. Il y a eu Diarra Kiambi qui, comme d'hab, quand elle joue contre les Aces, Oui, s'est rappelé à, à la c'est norme, incroyable tu comme vois. elle les note au calendrier, celle-là, Bah, quoi. tu vois, je pense qu'elle a déjà de base, elle sait qu'elle a un rôle important aux Sparks, mais disons qu'elle n'a pas besoin enfin, d'avoir une motivation supplémentaire quand elle joue les Aces. Je pense que ça va, quoi, tu vois. Vu le Ouais, c'est contexte, clair. elle n'a pas trop de mal à se motiver, quoi. C'est Bref, clair, c'est clair. petit parallèle. Non, mais Mais qui est c'est drôle certain. toujours, quoi. Enfin, voilà, Mais ce qui est marrant, c'est que ça le fait sourire, premier, quoi. tu t'y attends, quoi. Tu vois, Hmm, le premier match, tu te dis, voilà, mais en fait, depuis maintenant, ça fait 2 ans et tous les matchs à chaque fois c'est contre les ça, six, c'est quoi. ça, c'est ça. Bref. Ouais, tu vois elle l'a un peu gardé derrière dans un coin de sa tête, hein. Ouais, ouais, bah, ça Euh, a été tendu, quoi. On le sait, quoi. Donc, ouais, bon. ouais, c'est clair. Alors, je te propose de passer, mais comme chaque semaine, on va passer à nos coups de cœur, nos coups de gueule. Écoute, j'ai peut-être commencé moi par un coup de cœur, il va être assez rapide. T'as parlé tout à l'heure de Chicago et d'Angel Reese. Moi, je voudrais juste faire un petit coup de cœur sur la course à la rookie de l'année cette année. Parce que on en a discuté plusieurs fois, on a fait un live sur Twitch à ce sujet-là, on a mis les replays ici récemment sur YouTube. Et on se disait, ouais, purée, la course elle est quand même serrée, c'est quand même pas évident. Dans la foulée, on a Angel Reese qui continue à nous faire des perfs, qui bat le record de double-double, je pense, ou alors Elle elle a a égalé égalé, le ouais. record Elle a complet. égalé. Elle a Mais c'est égalé, en donc au cours, hein. Mais prochain, c'est en cours, ouais. ouais, au prochain double-double, donc elle a juste le record du nombre consécutif de double-double de l'histoire. Rookie, tout le monde confondu, voilà, Voilà. c'est comme ça. Actuellement, elle est cette semaine, c'est certain, et je me demande si c'est même pas tout court meilleure rebondeuse de la ligue. Oui.
Oui, c'est clair. Mais Ah non, mais même tout meilleure court, tout, rebondeuse offensive de toute façon ah, de long, c'est tout de court loin. même, hein. Elle est C'est meilleure. tout court encore, Ouais, parce que j'avais pas la liste devant les yeux. Donc on a Angel Reese qui nous fait ça, qui au final au scoring est vachement remonté. Je veux dire en début de saison, elle avait un scoring un peu plus limité. Maintenant, elle a tapé des perfs à plus de 20 points. Elle a fait un 27 quoi, c'est 27-10 un de ses derniers matchs. ouais, ouais, record de points en Donc carrière, ouais. voilà. Et donc on se dit, oh purée, quand même, Angel Reese, elle est en train de taper des perfs. Et là derrière, qu'est-ce qu'elle nous fait, Caitlin Clark? Elle va battre New York avec une remontada dans le dernier quart-temps en finissant en triple-double. Premier triple-double de l'histoire pour une rookie. Je sais pas comment ça va finir cette histoire entre ces deux-là, juste, mais quel kiff de voir ces jeunes joueuses. C'est un crève-cœur de savoir qu'il n'y en a qu'une des deux qui sera rookie de l'année, alors que dans pratiquement toutes les saisons de l'histoire, alors peut-être pas toutes parce qu'il y a quand même eu il y a eu des phénomènes hein, dans le passé, mais Oui, oui. dans trois quarts des saisons de l'histoire, elles seraient rookie de l'année toutes les deux en fait. C'est euh, Oui, oui, c'est juste génial en fait. Peu importe qui gagnera à la fin, parce que c'est juste un kiff de voir ces deux jeunes joueuses et de les avoir vues progresser au final au cours de la saison, quoi. Chacune à leur manière, quoi. Caitlin Clark qui a eu ses difficultés, qui a dû emmagasiner tout ça. Angel Reese, c'était une progression plus linéaire, elle a commencé plus cool. Elle a dû faire ses minutes aussi. Il y avait encore Elizabeth Williams et tout ça. Mais toutes les deux, leur saison de façon globale, c'est. Pouah. Ouais, ouais, bah, on en a parlé plein de fois. On est revenu encore dessus sur le live de jeudi avec la FAQ. On nous a posé des questions là-dessus. Bah ouais, tu vois, j'ai regardé le Chicago Seattle où justement avec la perf d'Angel. Et je me suis dit le lendemain, je l'ai même tweeté d'ailleurs, je dis bon, si elle reste sur ce rythme-là, ça va être très compliqué de lui enlever. Et puis le lendemain, l'autre, Alba New York avec un triple-double. Tu te dis bon, alors bon, voilà, il y a des défauts hein, chez les deux joueuses, hein, évidemment. C'est pas des joueuses encore qui dominent. Hein, Ils sont pas finis. il y a des pourcentages, voilà, assez compliqués chez Kathleen, chez Angel aussi. Mais bon, voilà, je rappelle que ces deux joueuses-là sont nées en 2002. Donc, elles ont 20 matchs dans les pattes, quoi. Non, bah, voilà, c'est bluffant. On s'en doutait, hein. Mais ouais, la course est cool, quoi. C'est sans doute le trophée qui va être le plus dur à décerner, hein. Ouais. Tu sais, des fois, on a du mal à décerner le MVP, c'est serré. On verra en fin d'année quand justement les classements vont se figer. Mais celui-là, il est parti pour vraiment être un casse-tête pour les médias. Moi, honnêtement, je voudrais, tu vois, pour une fois, je voudrais pas voter pour pour ce trophée-là parce que, en fait, ça me ferait de la peine voilà, d'en laisser une sur le bord de la route entre les deux, quoi. Ouais. Mais bon, il faudra sans doute choisir, hein, mais peut-être que, peut-être que les perfs globales enfin, tu vois, au final, il y aura peut-être une baisse de régime un peu, et ça va peut-être, voilà, ça va peut-être clore le débat. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ça Mais en serait, plus, aujourd'hui, elles sont toutes les deux en playoff. bah Donc ouais, même ça, allez, je veux dire, ok, il y en a une devant l'autre, mais oui, septième, oui, oui. huitième, c'est pas, voilà, les deux sont en playoff, quoi. Donc non, c'est vachement cool. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu avais comme coup de cœur, toi? Alors moi, je voulais parler de Tina Charles, en fait, qui est cette semaine passée troisième meilleure marqueuse de l'histoire de la WNBA. Donc quand même, hein, avec 7383 points, qui a dépassé Tamika Catchings, hein, donc de 3 points, et qui en passe hein, de devenir deuxième meilleure marqueuse, hein, puisqu'il reste que 105 points pour rattraper Tina Thompson. Donc autant vous dire que cette saison c'est plié quoi. Donc ça va devenir la deuxième meilleure marqueuse de l'histoire. En toute Euh, discrétion. voilà, en toute discrétion. Et ce qui est impressionnant là-dedans, pour terminer le côté statistique, et après je dirais aussi un point sur la personnalité, ce que je vois d'elle cette année, c'est que toutes les joueuses dans le top 10 des meilleures marqueuses de l'histoire sont également dans le top 10 du nombre de matchs joués en WNBA, ce qui peut se comprendre en fait. Plus on joue de matchs, plus on score. Tina Charles est 25e au nombre de matchs. C'est la seule du top 10 qui est hors top 10 du nombre de matchs de joués. C'est-à-dire que en termes de moyenne, eh ben, c'est simple, hein, c'est presque la meilleure moyenne de l'histoire en fait par match. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Elle a manqué aussi quand même quelques saisons.
notamment la saison de la bulle, hein, la saison dernière aussi où elle n'a pas joué. Et je trouve ça bluffant en termes d'efficacité d'arriver à ce scoring-là sur en fait un nombre de matchs quand même globalement par rapport aux autres très limité. Donc ça, on le sait, hein, si à l'occasion vous avez voilà, l'occasion de regarder notamment tous les classements all-time, notamment du Liberty, parce que c'est quand même là qu'elle a fait une grosse partie de sa carrière, vous allez voir, elle est en tête pratiquement de toutes les statistiques en fait, de New York, en ayant presque joué le moins de matchs de toutes les joueuses de New York, quoi. Donc c'est assez bluffant. C'est juste pour remettre un petit peu une couche, parce que je trouve qu'elle est très régulièrement très très sous-cotée par rapport dans les classements, tu sais, all-time de Legacy. Donc ça, je suis super content pour elle déjà, parce que c'est un accomplissement qui est important. Et puis, au-delà de ça, au-delà des stats, etc., je trouve que cette année, elle est parfaite dans la jeune équipe d'Atlanta. Elle ne joue pas trop de ballons. C'est vraiment, c'est vraiment la Tina, je trouve que, tu sais, la Tina Charles des bonnes années, là, qui a arrêté de chercher la bague et à tout prix, elle est hyper bienveillante. On l'a vu notamment échanger beaucoup avec Angel Reese, échanger avec Camilla Cardozo, leur donner des conseils. Et je sais qu'elle faisait beaucoup ça avec les jeunes joueuses de Yukon. D'ailleurs, elle avait Ouais, travaillé avec Alia Edwards. Et je trouve que cette personnalité-là, cette transmission-là, elle est hyper importante. Et d'ailleurs, Angel en a parlé dans sa conf de presse d'après-match contre Seattle, en disant qu'elle avait plusieurs fois échangé avec elle, qu'elle l'avait appelée, qu'elle lui avait donné des indications sur prendre son temps pour les finitions proches du panier, etc. Et voilà, on a souvent, tu sais, opposé les anciennes et les rookies là récemment. Et je trouve que d'avoir une Tina en ce mode-là, on va dire, tu vois, je trouve qu'elle est apaisée, quoi. C'est-à-dire que tu vois, elle est plus à la recherche ouais, de gagner pour gagner. tout à fait. Et en fait, elle est excellente parce que cette année, malgré les petits pépins d'Atlanta et notamment les pépins de blessure, mais elle fait une saison, une saison Tina Charles, quoi. C'est-à-dire, elle va être pas loin d'une saison double-double, quoi. 15 points dire bon. Et c'est quelque chose que, voilà, je trouve que ça ajoute, tu vois, beaucoup plus de crédit à son histoire que d'aller chercher une bague dans un concurrent en jouant 5 minutes, quoi. Voilà. Ouais, Donc pour moi, c'est un gros ouais. coup de cœur. Bon, tu sais que c'est une joueuse que j'adore. J'aime beaucoup sa personnalité, mais là, ça me fait Ouais, mais plaisir de la revoir comme ça. c'est cet aspect-là de la joueuse qu'on a envie de voir, quoi. Ouais, ça me fait C'est vrai vraiment que plaisir de la voir comme ça. quand on la voyait aller chercher, chasser une bague en allant à Phoenix, à Seattle en bout de banc, bon, Je trouve que son ok, année l'année dernière, tu vois, de pas jouer, de pas avoir de contrat, de à mon pas avis, avoir ça de lui a fait du proposition, bien, elle s'est recentrée. je pense qu'elle s'est rendue compte que, tu vois, c'était pas ça le plus important. Ouais, Et évidemment, Tina Charles a une place très importante et très haute dans l'histoire de cette ligue, quoi. Aucun doute là-dessus. ouais, c'est clair, c'est clair. Je passais à, je restais sur un coup de cœur. Moi, je suis dans Des fleurs l'amour bleues. et la bienveillance, moi aujourd'hui. Il faut mieux en Parce plus. que je vais parler d'une joueuse qui a aussi eu un petit impact sur la WNBA, qui a, je pense, 43 ans, si j'ai Ouais, bien lu. C'est Lauren Jackson. Lauren Jackson va officiellement, elle a été sélectionnée dans la liste des 12 joueuses de l'équipe d'Australie pour aller aux Jeux Olympiques de Paris. Je ne vais pas m'étendre des heures sur qui est Lauren Jackson, ce qu'elle a apporté au basket. Faut juste savoir que c'est une joueuse qui n'a pas joué pendant quasi 10 ans à cause de problèmes de blessures. On pensait vraiment sa carrière finie. Elle s'est offert un deuxième round à 40 ans. Après avoir résolu tous ses problèmes de dos, elle a refait des JO à Tokyo. Derrière, elle s'est reblessée, elle s'est repété les croisés, je c'est le pense. mondial qui a fait, c'est pas les JO. C'est le 2022, mondial ouais. qu'elle fait, Ouais, pardon. ouais. C'est le mondial, pardon. Derrière, elle se reblesse et on se dit, bon, ben là, ok, elle s'est offert son retour, mais c'est trop. Et en fait, non, c'est pas trop. Elle revient encore. T'en as parlé il y a pas longtemps avec les énormes perfs qu'elle fait en deuxième division australienne. Mais là, elle va encore venir. Elle vient à Paris, elle vient au JO. Et attention, l'Australie vient pas pour rigoler. Alors, Lauren Jackson est peut-être plus la tête d'affiche. Elle sera pas titulaire
au pivot, voilà. Mais elle va avoir des minutes, c'est certain, on l'a encore vu récemment. Et est-ce que tu peux nous donner cette équipe Alors, d'Australie, moi, je vais donner Gis? déjà les joueuses les plus connues, parce qu'il y a quelques jeunes quand même, et c'est intéressant. Donc, il y aura Rebecca Allen, Kalahi George, Lauren Jackson, Ezzy McGregor. Bon, Jen Melbourne, bon, c'est une jeune, mais on la connaît quand même par rapport à WNBA. Alana Smith, Stephanie Talbot, Mariana Tolo, Christy Wallace et Sammy Whitcomb. Et donc, il y a les deux jeunes, Izzy Borlaz, qui a été draftée cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, et puis Tess McDan, qui est une jeune joueuse aussi australienne, qui vient renforcer un peu le secteur extérieur de cette équipe. Honnêtement, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 joueuses de WNBA dans cet effectif. Il y en a quand même deux anciennes, que ce soit Kalahi George Ouais, qui et sont Lauren passés par Jackson. là. Franchement, c'est très costaud. Sandy Brandello, à mon avis, elle a sans doute la meilleure équipe là que j'ai vue de ces dernières années de l'Australie, parce que des fois, elle prenait pas tout le monde. Tu sais, il y avait des années où il n'y avait pas Sammy Whitcomb, on comprenait pas trop. Euh, Ouais. Là, franchement, l'effectif, il est très costaud, c'est très complémentaire. Je pense que des joueuses comme Becca Allen ont vraiment progressé en plus par rapport à, tu vois, il y a 3-4 ans, quoi. Elles sont vraiment passées dans un autre niveau. Euh, Avec cette équipe-là, c'est clairement candidat au podium, hein. Enfin, je veux dire, va falloir les jouer, hein. Donc, non, c'est beau. Et puis, comme tu dis, pour Lorraine, bah, tu sais, on s'en doute. Enfin, moi, je m'en doutais. Tu sais, Ouais, ouais, on ouais. en a beaucoup parlé en off. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec Elodie aussi. Euh, je me le dis depuis quelques mois, là, de la voir revenir de sa double opération des tendons d'Achille, refaire la saison en Australie, refaire des grosses perfs. Je me disais, ça sent la prépa au JO. Pourtant, elle avait annoncé qu'elle avait arrêté la carrière internationale après 2022, hein. Mais je sais pas pourquoi ça se sentait, quoi. Et puis du coup, bah, elle est apte et va sans doute pas rouler dessus. Bon, je rappelle qu'en 2022, dans le match de la troisième place, elle met 30 points, hein, en 22 minutes, hein. Donc, même si dans des matchs, elle apporte voilà, ses 10 points dire bon, tu vois, comme elle sait faire, ça va apporter du physique, de l'expérience, parce que voilà, dans le jeune groupe et tout. Non, et puis du Oui, spacing, parce qu'en fait, même si elle a 43 ans, tu dois la respecter quand elle étire les lignes. Et donc voilà, c'est tout. Enfin, même si elle met que 10 points, si elle permet à Izzy McBegor de tout défoncer à ouais, l'intérieur, puis Ezzy qui peut enfin, tu shooter vois, de loin en plus. Tu peux avoir deux ouais. joueuses par moment sur le terrain qui peuvent te permettre d'étirer les lignes. Et ça va être compliqué pour les autres grandes de sortir, quoi, tu vois, sur ces filles-là. Parce que si Lauren Jackson, même à 43 ans, on l'a bien vu là en Australie, si tu la laisses ouverte à 3 points, elle va shooter à 40%, quoi. Donc tu pourras pas tu seras obligé de la respecter, même au-delà du rythme de jeu qui sera peut-être un peu plus compliqué. Je pense que ça sera défensivement, que ça sera sans doute un petit peu plus dur pour elle, mais ils arriveront, vu sa taille, à la cacher. Non, c'est top. Et puis, moi, je suis super content. Et, euh, et je vous avoue qu'il faut absolument que je me renseigne où, se, où, où loge l'équipe d'Australie sur Paris, parce que voilà, c'est peut-être l'occasion d'aller voilà, Faire signer un ouais, maillot. d'aller faire signer un maillot, puis de la saluer, tu vois, juste d'avoir l'occasion d'échanger un petit peu avec elle, quoi. Donc, c'est top. Je suis super content de l'avoir, quoi. Franchement. Puis bah, tu sens qu'elle est là parce que voilà, elle s'éclate, quoi. Enfin, elle prend que du Ouais, plaisir, quoi. Elle a plus rien à prouver, Lauren Jackson, et je trouve que c'est super top de voir ça, quoi. c'est clair. Ok, on va peut-être terminer par un petit coup de gueule de ta part, je pense, en restant sur les sélections nationales. Ouais, ouais. Alors bon, après c'est un coup de gueule tout relatif quand même, mais c'est quelque chose qui m'agace un peu parce que moi je voulais revenir sur l'éviction des trois premières joueuses de l'équipe de France pour les JO. Donc l'équipe de France féminine avait sélectionné 18 joueuses pour le stage de préparation au JO, et elles en ont évacué 3. Donc ça, c'est normal, hein, forcément, toutes les équipes vont en évacuer puisqu'on n'en garde Ouais, il que faut. 12. Mais c'est la façon de faire. Donc les 3 qui sont sortis, c'est Anna Tadic, Pauline Astier et Marie Pardon. Honnêtement, on pouvait se douter que Marie Pardon n'y serait pas. C'était plus un contexte, voilà, au cas où, si Marine Fautoux s'était pas rétablie par rapport à sa blessure au dos. Bon, franchement, honnêtement, je pense qu'à la base, elle n'aurait pas été dans le groupe si Marine n'avait pas eu de problème, tu vois, physique au début de la prépa. Bon, comme ça va mieux. Donc ça, Ouais. ça me gêne pas trop, puisque
honnêtement, je pense qu'elle était un poil limite pour être avec le groupe. Par contre, c'est les deux autres qui me gênent. Euh, c'est pas qu'elle soit évincée. De toute façon, il faut en sortir. Il faudra en sortir encore trois autres. C'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'on fait un groupe de 18 et en fait, on évacue trois filles. Soi-disant dans le discours de dire oui, on fait des matchs de préparation pour regarder le niveau des joueuses, etc. Et en fait, on se rend compte que ces trois joueuses-là, elles ont presque pas joué. Il y en a deux qui n'ont pas joué, et puis Pauline a joué très très peu. Donc en fait, on leur donne même pas la chance. Donc je comprends pas ce moyen de faire. C'est-à-dire que si Jean-Aimé Toupane et la Fédé française a leur idée dès le départ, pourquoi on prend pas directement les 12 joueuses et voilà et on n'envoie pas les filles plus tôt en vacances parce que encore une fois là, elles ont eu aucune chance puisqu'elles ne jouent pas. Donc je veux dire, je ne comprends pas cette façon de faire. Et au-delà du choix que moi, j'aurais sans doute gardé notamment deux de ces trois joueuses-là. Mais ça, après, c'est un choix personnel, c'est un choix de jeu. Et voilà, là-dessus, le staff a la main. Et on peut pas le. Voilà, il Mhm. faut qu'il fasse des choix. Mais par contre, je trouve que cette idée de dire on monte un groupe, on fait des matchs de préparation, tout le monde a sa chance, et en fait, on se rend compte que tout le monde n'a pas sa chance. Donc, encore une fois, c'est pas contre le fait d'évincer des filles, c'est encore le fait de communiquer, et pour moi, de mal communiquer. Parce qu'on peut pas dire on met les filles sur le pied d'égalité pour au final se rendre compte que bah, c'est pas sur pied d'égalité parce que, à mon avis, et je le pense depuis un Le moment, groupe, il est les déjà dans 12 ouais. on les connaît, sauf blessure, les 12 on les connaît, et c'est un truc déguisé pour dire, voilà, on fait un stage, on a de la compétitivité, et je les trouve encore une fois très mauvais en communication, et je trouve que le message renvoyé en plus aux jeunes joueuses bah, est pas du tout bon, quoi. Donc voilà, donc c'est pas forcément un gros coup de gueule, parce que voilà, il faut faire des choix, mais je trouve que la méthode de communication, encore une fois, une énième fois, parce que je trouve que c'est surtout ça qui pêche depuis quelques années sur notre sélection féminine, bah ça va pas du tout, quoi. Donc voilà, c'était mon petit, bon, pas coup de gueule parce que c'est pas vraiment un coup de gueule, mais Ouais, mais je comprends pas quoi. ton petit Voilà, bémol. je comprends pas cette façon de communiquer quoi. Je trouve ça très mauvais quoi. Parfait. Voilà. Bah écoutez, un grand merci Gis. Bah merci à toi. Puis Euh, je souhaite un bon dimanche à tous, un bon dimanche ouais, électoral aux amis français. on va essayer. Euh, on va essayer qu'il soit bon, je C'est compte sur ça. vous. Et, et pour la suite, bah, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous, vous les connaissez, le lundi, le jeudi, le vendredi. Et en tout cas, un grand merci à tous et bonne Allez, semaine. ciao. Ciao